Dans le domaine de la philosophie, certains ont complètement changé nos vies. Certes, ce n'était peut-être pas votre avis jusqu'ici, mais il nous faut l'admettre, le travail des philosophes a changé la face du monde, et la manière dont vous vous comportez par la même occasion. Dans une époque où les philosophes importants sont rares, j'ai décidé de mettre en avant une élite qui, à travers des siècles d'histoire, a exercé une réelle influence sur nous. Ensemble, nous allons revoir 5 philosophes qui ont exercé une influence profonde et durable sur notre civilisation, et par conséquent sur nos vies. De par leurs travaux, leurs réflexions et leurs actions, ils ont laissé des traces dans l'histoire de l'homme qui auront pendant encore longtemps des conséquences importantes. Vous le savez, sur cette chaîne, nous aspirons à observer le monde sous un œil critique. Alors sans plus attendre, voyons quels sont ces 5 champions qui ont chamboulé nos intuitions et élargi notre vision. Depuis le travail de Socrate et la naissance de la philosophie, des milliers de philosophes, plus ou moins connus, sont venus apporter leur pierre à l'édifice dans l'épopée de la compréhension du monde et de l'atteinte de la sagesse. Comprendre quels philosophes, parmi tous, ont été les plus influents, va nous permettre de saisir l'importance de cette discipline. De plus, c'est un bon moyen de mesurer à quel point la rigueur philosophique est une bonne chose pour le monde humain. Avant toute chose, définissons ici le terme clé. Par influent, nous entendons ici la capacité de certains philosophes à exercer une action sur les mentalités et plus globalement sur les mœurs de l'homme. Alors, quels sont-ils ces influenceurs discrets ? Le premier homme auquel nous allons nous intéresser vécut durant le siècle des Lumières. Considéré comme extrêmement rigoureux et discipliné, on dit de lui qu'il se réveillait tous les matins à 5h-5 pour travailler jusqu'à midi. Je vous parle bien d'Emmanuel Kant, cet illustre philosophe principalement connu pour son impératif catégorique. Oui, cet impératif catégorique agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Pourtant, il a apporté bien plus au monde que cette grande idée. Autour de l'année 1770, Kant, après avoir lu et enseigné la morale, la théologie et la métaphysique, fut soudain confronté à un problème. En effet, en réalisant que nous usons du pouvoir de notre raison pour nous faire une idée des choses, sans pour autant que nous nous interrogions sur la légitimité de ce pouvoir, il se posa une question. À quelles conditions la prétention de ma raison à connaître des objets est-elle autorisée ? Il pensait répondre à cela en quelques mois. Finalement, ses travaux s'étalèrent sur 12 ans. La critique de la raison pure n'eut pas un retentissement fou dès sa publication. D'ailleurs, l'ouvrage n'était que la première pierre lancée par Kant dans le monde des réflexions philosophiques. À mesure de ses travaux, les premières traces des idées kantiennes apparurent. Enfin, le kantisme se dessina clairement. Le kantisme consiste en un mix entre l'idéalisme et l'empirisme. L'idéalisme, c'est une doctrine voulant que toute réalité se ramène à des idées ou des sensations humaines. L'empirisme, quant à lui, est un courant de pensée faisant de l'expérience la seule source de connaissance. Ce qu'il appelle idéalisme transcendantal dans la critique de la raison pure revient à penser que nous envisageons toute chose comme une représentation de notre esprit et non comme une chose absolue et certaine. Cette représentation de notre esprit est d'ailleurs rendue possible autant par le travail de la réflexion que par l'intuition découlant du travail de nos sens. Comme le disait bien le philosophe, la théorie est absurde sans la pratique, et la pratique est aveugle sans la théorie. Et c'est avec toutes sortes de phrases et d'idées qu'il sut marquer les esprits. En effet, le kantisme a donné naissance à plusieurs systèmes, tels que le nouvel idéalisme de Hegel, l'idéalisme subjectif de Fichte. Il a nourri la pensée de plusieurs intellectuels allemands, tels que Schelling, Schleiermacher, Herbart, ou encore Schopenhauer. Bref, en ayant traité de la morale, du devoir, du processus de connaissance, de la raison, et ayant tenté de remettre en cause la métaphysique qu'il jugeait illusoire, il n'est pas étonnant de voir que ses successeurs s'en inspirent, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu autant de philosophes que durant le siècle des Lumières. Et certains d'entre eux, tels Kant, continuent d'influencer les penseurs d'aujourd'hui. Par la même occasion, celui-ci aura permis une avancée considérable en philosophie analytique et en pensée critique. Ce qui vous amène aujourd'hui à étudier afin de prendre du recul sur ce qui se passe dans le monde. Le prochain de notre top est quant à lui arrivé un peu plus tard sur le terrain de la philosophie. Pourtant, il fait partie de l'élite de ceux qui ont marqué le plus d'esprit. Il le disait lui-même, je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. Pour vous dire, la plupart des gens se fichaient de lui lorsqu'il était en vie, mais 120 ans après sa mort, il explose les tendances YouTube. Je vous parle bien de Nietzsche. Ayant revu la philosophie sous un œil totalement différent de ses prédécesseurs, Friedrich Nietzsche a pris à rebours les systèmes de son temps en réinterprétant les choses à sa façon, en admettant que nous désirions la vérité. Pourquoi ne préférerions-nous pas la non-vérité ? Tandis que tous les philosophes se battaient pour trouver le vrai dans un monde complexe,
Nietzsche disait « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Avec son concept du surhomme et son élan vital qu'il appelait volonté de puissance, Nietzsche était certain de se démarquer des autres. C'est exactement ce qu'il cherchait. Et secouer à tout jamais l'histoire de la philosophie. En termes d'influence, nous pouvons citer le brave Albert Camus qui a sûrement rencontré Nietzsche lors de ses premières lectures. L'écrivain l'a souvent cité, notamment dans son ouvrage Le mythe de Sisyphe, dans lequel il traite de l'absurde. Ce qui importe, dit Nietzsche, ce n'est pas la vie éternelle, mais l'éternelle vivacité. Lors de l'accident de voiture qui tua Camus, un exemplaire du Gai Savoir aurait même été retrouvé dans ses affaires. Le fait est que Nietzsche, en tant qu'auteur développant une pensée purement singulière et extrêmement originale, tape dans l'œil de tous ceux qui le lisent. Il faut dire aussi qu'il est très optimiste. Ou plutôt qu'il dépasse le pessimisme à tel point que son envie de vivre n'est jamais ébranlée. D'ailleurs, étant parfois ambigu dans ses propos, le philosophe offre une liberté d'interprétation à tous ceux qui le lisent. Par conséquent, il peut autant plaire aux socialistes qu'aux anarchistes, aux gauchistes qu'aux fascistes. Celui qui ne dispose pas des 2/3 de sa journée pour lui-même est un esclave, qu'il soit d'ailleurs ce qu'il veut. Politique, marchand, fonctionnaire, érudit, la philosophie est à mes yeux un explosif effroyable qui met tout en danger. Mais au-delà de cette ambiguïté, et c'est peut-être grâce à elle qu'il fait autant jaser, le philosophe sut conquérir les cœurs et réapparaît plus d'un siècle après sa mort dans l'actualité comme s'il était en train de renaître. Aujourd'hui on va parler de Nietzsche, tu commences à en avoir l'habitude. Aujourd'hui on va parler de Nietzsche et de comment libérer sa volonté de puissance. Alors écoutez les amis, vous allez me voir sculpter Nietzsche. Si on m'avait dit un jour que Nietzsche deviendrait une star de YouTube et que j'y serais un peu pour quelque chose, je reconnais que j'aurais légèrement rigolé et que je n'y aurais pas tellement cru. Ainsi, c'est autour du 21e siècle qu'il recouvre toute sa vivacité. Et son influence est énorme. Ayant pressenti de nombreux phénomènes de société avant les autres, tels la quasi-disparition de la foi en Dieu des Occidentaux, il fut un des premiers à créer de toutes pièces un substitut à Dieu afin de donner l'envie de vivre à ses contemporains. N'importe quel bord politique peut le citer, n'importe quelle personnalité peut s'emparer de sa pensée. Et en son temps, cela avait déjà commencé. C'est un fait curieux dont j'ai peu à peu pris conscience. J'ai une certaine influence. Souterraine bien sûr. Parmi les partis radicaux, socialistes, nihilistes, anarchistes, antisémites, chrétiens orthodoxes, wagnériens, je jouis d'une réputation particulière et presque mystérieuse. Les antisémites apprécient mon Zarathustra, cet homme divin. Il y a une interprétation antisémite en particulier qui m'a vraiment fait rire. Plus que Camus et les nazis, il inspira même Freud et une grande partie des nationalistes allemands. Paradoxalement, il était lui-même contre le nationalisme, preuve que sa pensée est préhensible par n'importe qui. Voilà globalement d'où vient l'influence de Nietzsche. La capacité de ses propos à toucher quasiment tous les groupes, son originalité et sa singularité, enfin son style juste magnifique. La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. L'art et rien que l'art. Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. Et je vous le dis, le bonhomme n'a pas cessé d'influencer le monde. Autant des jeunes souhaitant se développer que des personnes âgées souhaitant conserver leur vitalité. Désormais, nous pouvons nous attaquer à un philosophe d'un tout autre genre, très important dans l'histoire de la philosophie. À l'opposé de Nietzsche et de Kant, il fait partie de ceux qui ont fondé et développé un système à part entière qui bouscula l'histoire de leur discipline. Rentrons dans le top 3. Connaissez-vous l'empirisme ? L'empirisme, c'est cette doctrine philosophique apparue entre le XVIe et le XVIIe siècle, considérant que la connaissance a pour seule origine l'expérience sensible. Un exemple très concret. Si vous savez que le soleil se lève le matin et se couche le soir, ce n'est pas parce que vous êtes né en le sachant, mais plutôt qu'en vivant, vous avez pu le constater et l'assimiler. Ainsi donc, votre connaissance du fait que le soleil se lève et se couche ne vient pas du ventre de votre mère, mais de votre expérience sensible dans le monde extérieur. Ce courant philosophique est né des travaux de Francis Bacon. Cela dit, c'est John Locke qui le poussa jusqu'à le développer considérablement. Pour ce faire, Locke partit d'une question en apparence simple, mais à laquelle personne n'avait répondu auparavant. Que pouvons-nous savoir et comment ? Dans l'essai sur l'entendement humain, il y répond en disant que nous ne pouvons pas connaître les qualités secrètes des choses. Toutes nos idées viennent de notre réflexion et de notre imagination, qui découle elle-même de nos sensations. En gros, il n'y a que l'expérience qui nous instruit, et c'est là l'idée principale des empiristes. Le truc, c'est que quelques décennies après Descartes, dont les travaux furent très importants dans la philosophie occidentale, dire que les idées venaient de l'expérience et des sens, c'était totalement novateur. En effet, Descartes considérait que les idées étaient innées, c'est-à-dire qu'on naissait avec, et qu'en travaillant à
découvrir le monde, ses idées apparaissaient à la conscience. Par ailleurs, Platon, qui eut aussi une importance colossale dans la philosophie occidentale, considérait que les idées venaient de l'âme, âme qui était intemporelle. Par conséquent, avant les empiristes, il était commun de penser que les idées ne venaient pas de l'expérience, mais qu'elles résidaient en nous dès la naissance. De fait, l'essai sur l'entendement humain aura été vivement critiqué par les rationalistes lors de sa publication. En attendant, il devint une des œuvres majeures sur lesquelles les empiristes, et même ceux qui n'étaient pas particulièrement empiristes, se basèrent par la suite. David Hume, George Berkeley, Bentham, Russell, Voltaire. Il aura aussi exercé une certaine influence sur Rousseau quant à sa pensée politique. Car en plus d'avoir abordé la connaissance, il développa une pensée politique visant à déterminer comment les hommes vivent en paix. Finalement, on retiendra surtout de Locke sa capacité à révolutionner la philosophie grâce à ses travaux sur l'empirisme qui firent de lui la figure de référence de ce courant philosophique. La connaissance de l'homme ne saurait s'étendre au-delà de sa propre expérience. D'autant plus qu'ayant vécu avant le XVIIIe siècle, il aura pu étendre son influence lorsque les philosophes des Lumières viendront reprendre ses idées. Et en proposant une nouvelle origine de la connaissance, il changea notre façon d'apprendre. Le prochain philosophe de ce top connut d'ailleurs à peu de choses près la même situation. Il vécut avant le siècle des Lumières. Sa philosophie eut un véritable retentissement, et il influença quasiment tous les philosophes qui le suivirent. Considéré comme un précurseur par Nietzsche, il était plus que de la dynamite. Un véritable tsunami. Né dans une famille de juifs portugais émigrés en Hollande au XVIe siècle, il participa à la vie de famille et aux activités de la synagogue avant d'être rejeté pour hérésie. Spinoza a toujours été un partisan de la libre pensée. Considéré comme le prince des philosophes par Deleuze, un point crucial dans la philosophie moderne par Hegel, cela nous donne déjà une idée du personnage. Une des particularités de Spinoza est qu'il a traité du tout, en l'occurrence la liberté, la religion, la politique, la morale, la connaissance, tout en inventant son propre système. Le spinozisme. Le spinozisme se caractérise par un rationalisme absolu, autrement dit, il était extrêmement rigoureux et logique dans ses raisonnements, en plus de procéder de manière mathématique, axiomes, propositions puis démonstrations, en plus d'une foi inaltérable en un Dieu, substance infinie, parfaite, unique. Cela dit, il ne croit pas en un Dieu écarté du monde qui régit le tout, comme dans les religions monothéistes. Lui, il croit en le fait que Dieu est la nature, ou plutôt que tout ce qui compose notre univers est Dieu. Par Dieu, j'entends un étant absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Dieu étant le concept le plus complexe et le plus fondamental, il part donc de cette idée pour développer ensuite en allant jusqu'au plus petit. D'après lui, tout est organisé à l'infini par la nature, et c'est de là, après de nombreuses réflexions, que Spinoza traitera du déterminisme. Le déterminisme dit que le libre arbitre n'est qu'une illusion, nous sommes dans un schéma de cause et d'effet que nous ne percevons pas. Du monisme, le corps et l'âme sont une même chose et ne sont pas séparés comme le soutenait Descartes. Et de bien d'autres choses. Fortement apprécié par des maîtres de philosophie tels que Nietzsche, Bergson, Hegel, il est un des rares philosophes à avoir été lu par autant d'intellectuels. Kant, Schopenhauer, Lessing, Taine, Onfray, avec certaines de ces théories qui sont, à mesure des siècles, validées par les sciences, c'est le cas du déterminisme par exemple. Spinoza, bien qu'il soit mort, continue à étendre son influence sur les esprits et reste un des penseurs à étudier en priorité. Par là même, il nous a apporté un œil critique sur les religions monothéistes et les comportements humains. Si aujourd'hui il y a bien une philosophie dont les travaux sont les plus riches et les plus vivants, c'est à Spinoza qu'on la doit. Maintenant, faisons un bond de 2000 ans en arrière pour retrouver un sacré sage. Simple philosophe au départ, le système qu'il inventa marqua à vie l'histoire du monde et a exercé une influence considérable sur la vôtre. Il est très peu connu, mais ses successeurs sont rentrés dans l'histoire. Vous connaissez sûrement Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, les trois figures de proue du stoïcisme. Bien que ce soient les trois principaux personnages qui ont contribué à rendre cette doctrine célèbre, très peu de personnes connaissent le fondateur de ce mouvement, Zénon. Zénon, né à Kition, 50 ans après la mort de Socrate, devient rapidement élève des philosophes cyniques et socratiques. En s'inspirant de ses enseignements et des leçons qu'il tira de sa vie, il fonda le stoïcisme en 301 avant Jésus-Christ. Le stoïcisme est une des toutes premières doctrines philosophiques du monde occidental. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a complètement bouleversé nos vies. Mais en quoi? Revenons un instant sur cette doctrine. Concrètement, il s'agit pour le pratiquant d'éviter les troubles du corps et de l'âme. Cela se traduit par le fait d'éviter les passions, autant l'extase que le chagrin, bref,
tout ce qui déforme l'état d'esprit de celui qui est touché par elle. L'homme doit accepter l'idée qu'il y a des lois naturelles et qu'il faut s'y conformer s'il souhaite ne pas connaître le malheur. Concrètement, le but de cette philosophie est d'atteindre la sagesse, et cela est rendu possible seulement lorsqu'on a compris qu'il y a des choses que l'on contrôle et d'autres choses que l'on ne contrôle pas. La mort, par exemple, est incontrôlable. On ne peut pas choisir de vivre ou de mourir, alors il s'agit pour le pratiquant d'accepter l'idée de la mort afin de vivre de manière apaisée et raisonnable. A l'inverse, le jugement que le pratiquant se fait sur les choses est tout à fait contrôlable par lui-même. De fait, il doit juger les choses comme bonnes ou mauvaises pour lui. Tout ce qui sera bon pour lui est ce qui lui permettra d'atteindre la sagesse en faisant le bien dans le monde, et tout ce qui sera mauvais pour lui est ce qui lui fera connaître les troubles et le malheur, autant pour lui que pour le monde. Mais cela ne vous rappelle rien? Même pas une certaine forme de religion? Touché, le stoïcisme a fortement influencé la morale chrétienne avec des pères d'église qui s'en sont inspirés. En effet, la morale stoïcienne qui préconise de faire le bien autour de soi et de vivre en utilisant sa raison, et en évitant les passions telles que les addictions et les débordements en tout genre, a bien inspiré la morale chrétienne qui a suivi cette logique afin d'enseigner ses principes. L'idée même des stoïciens qui est de dire que la liberté et la paix de l'âme se retrouvent complètement dans la morale chrétienne. Le fait est que le christianisme rassemble plus de 2 milliards de croyants, sans compter tous ceux qui ont vécu avant nous, ce qui fait un nombre énorme de personnes indirectement influencées par le stoïcisme, et que cette même religion a profondément conditionné une partie de l'Occident à devenir ce qu'il est maintenant. Imaginez un peu ce que serait la France si le christianisme n'avait pas été ce qu'il est, et l'Europe plus globalement. À peu de choses près, on pourrait même considérer que le stoïcisme a influencé le bouddhisme dans la mesure où certaines pratiques sont similaires aux deux croyances. De fait, il ne serait pas fou de penser que le stoïcisme a pu nourrir le bouddhisme, et donc exercer une certaine influence dessus. Cela fait déjà un sacré nombre de personnes influencées par la pensée du sage Zénon. Mais nous oublions encore quelque chose. Ces dernières décennies, le stoïcisme revient à la mode et on voit de nombreuses communautés faire de ces préceptes leurs règles de vie. Même les minimalistes s'en inspirent et profitent des enseignements des anciens sages pour connaître une vie belle et sereine. Enfin, on ne compte plus les philosophes ayant cité les stoïciens ou ayant utilisé cette doctrine afin d'enrichir leur vie et leurs pensées. Spinoza, Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Leibniz et même Sartre, et tant d'autres. Sans le stoïcisme, le monisme de Spinoza ou encore la morale cartésienne ne serait rien. Bref, le stoïcisme a exercé et continue d'exercer une influence titanesque sur le monde occidental tout particulièrement. Par conséquent, et on peut le considérer, Zénon est le philosophe à avoir eu la plus grande influence sur le monde. Zénon est un homme qui, tel était son devoir, aura apporté au monde bien plus de lumière qu'il ne l'espérait. N'est-ce pas le vrai devoir du philosophe d'ailleurs? Sortir le monde des ténèbres pour lui faire connaître la luminosité, poser les bonnes questions pour amener à penser? En réalité, tout cela n'est-ce pas le travail de n'importe quel citoyen? Dans mes rêves, j'ai vu un monde tranquille dans lequel domine la sagesse et les idées fécondes. Un monde dans lequel le savoir abonde, dans lequel personne ne gronde. Lorsque je me réveillais, je me rappelais que ce n'était que des rêves. Dans notre monde, nous regardons autour de nous et ne trouvons aucun penseur qui nous semble digne. Nous pleurons les grandes figures du passé en étant persuadés qu'il n'y en aura plus jamais une seule capable de nous faire vibrer. Mais nous avons des rêves. Et ce n'est pas en agissant ainsi que nous pourrons les réaliser. Nous pourrons les réaliser lorsque nous serons capables de nous poser un instant, de critiquer calmement, pour faire naître de nouvelles idées. Des idées faites pour aider les nigauds, pour éduquer les sots, pour élever le niveau. Car c'est nombreux qu'on travaille à la réalisation de grandes choses, et laisser des personnes de côté, c'est reconnaître qu'on a échoué. En s'ouvrant à certaines philosophies, notre vision du monde s'élargit. On réalise que rien n'est acquis, et que la quête pour laquelle on agit est simplement la recherche de la plus belle des vies. Dans cette quête, les modèles les plus illustres sont sans aucun doute les stoïciens. Dans cette quête, vous aurez besoin de cette vidéo pour toujours faire en sorte que seul triomphe le bien.